les enseignants et bien sûr les élèves. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est donc la libération des camps nazis, le retour des déportés et la découverte de l'univers concentrationnel. Pour ce concours national de la résistance et de la déportation, pour lequel vous allez choisir, et quelquefois d'ailleurs cumuler, le travail individuel, les travaux collectifs, ou le travail audiovisuel que nous avons inscrit dans le concours depuis quelques années et qui a un succès grandissant et dont nous nous réjouissons, que nous menons en lien avec le CSA. Comme le disait M. le recteur, il est évident que le thème que le jury national a choisi pour cette année est directement lié à la commémoration de l'ouverture des camps, de la libération des camps, avec cette date qui est restée un symbole aussi lourd, qui est l'ouverture et la découverte du camp d'Auschwitz le 27 janvier 1945. Nous ne sommes pas obligés de prendre une thématique liée aux commémorations. Il est évident que quand il y a une commémoration de cette importance, nous ne pouvons pas ne pas le choisir. C'est un moment privilégié pour que les enseignants, pour que les élèves et au-delà pour l'opinion publique réfléchissent à ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale, à ce qui était l'univers des nazis, tant dans les camps de concentration que dans les camps d'extermination. Pour présenter ce sujet, je vous propose de travailler en deux parties, avec au milieu des interventions et des questions et des remarques de votre part. Une première partie autour de la libération des camps, et suivi d'un débat où vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez, et une deuxième partie sur le retour des déportés et la prise de conscience, la découverte de l'univers concentrationnel, j'allais dire des univers concentrationnels. Pour animer ces débats, je suis extrêmement heureuse d'être entourée d'une part de la présidente de la Fondation pour le mémoire de la déportation, Marie-Josée Chambard-Delove, qui non seulement est présidente de cette fondation, mais qui s'est engagée dans ce travail de mémoire, ce travail cette obligation pour nous tous, pour nos sociétés, de connaître et de réfléchir autour de la déportation. Elle était une jeune résistante en Bretagne avec sa famille quand elle a été arrêtée à Rennes, quand elle a été déportée à Ravensbrück et transférée ensuite, elle va nous le dire, à Mauthausen avant de revenir en France. Et découvrir à ce moment-là que son père, déporté avec elle, lui, n'était pas revenu. Henri Borland, qui est médecin, a été avec sa famille raflé alors qu'il était en Maine-et-Loire en juillet 1942, quelques jours avant la rafle du Veldiv. Il a été déporté à Auschwitz et il est le seul de sa famille à être revenu, et comme l'avait cité la phrase de Serge Klarsfeld dans son livre « Merci d'avoir survécu », des 6000 enfants juifs de France qui ont été déportés à Auschwitz de moins de 16 ans, qui ont été déportés à Auschwitz pendant l'année 1942, il est le seul survivant de cette déportation massive et abominable. Et nous avons notre historien qui est Serge Voulikov, qui est professeur émérite de l'Université de Bourgogne, qui est responsable du conseil scientifique de la Fondation pour la mémoire de la déportation, qui a écrit d'une part sur le mouvement ouvrier, syndical et politique français au XXe siècle, mais également, bien sûr, sur les questions de la résistance
et de la déportation. Je vous propose donc de commencer cette première partie. Excusez-moi, nous devions avoir aussi parmi nous Monsieur Fontaine, que vous avez vu sur les invitations, et qui s'excuse de ne pouvoir être parmi nous. Il est retenu pour des raisons familiales. Nous allons donc commencer cette première partie sur la libération des camps. Et avant même de parler des conditions de libération des camps, à travers nos témoins, bien sûr, Marie-Josée Chambardelot souhaite rappeler quelle était la situation pendant les dernières semaines dans le camp dans lequel elle se trouvait, qui est donc le camp de Ravensbrück. Marie-Josée Chambardelot, vous avez la parole pour 15 minutes. Les derniers mois du camp de Ravensbrück ont connu une aggravation de la situation. Il faut vous dire que Ravensbrück, à 80 km au nord de Berlin, vers la Baltique, étant assez centrale, a vu déferler des femmes dans d'autres camps que les nazis n'acceptaient pas de libérer et revenaient chez nous. Donc, énorme surpeuplement, coupure d'électricité, et puis angoisse, parce que devant ce surpeuplement, les responsables du camp, le commandant, décident de liquider, de se débarrasser de certaines couches inutiles. Dans ces derniers mois, les femmes un peu âgées, un peu malades, sont ramassées dans le camp avec des sélections et envoyées dans une zone spéciale du camp qu'on appelle le Wehrmacht. Et là, on leur retire leur dernier ménage qu'ils ont eu, parce qu'elles doivent achever là leur vie. C'est la misère la plus effroyable. Et quelquefois, le soir, une infirmière passe, leur donne un cachet blanc et le lendemain matin, elles sont mortes. Et comme ça ne va pas encore assez vite, il y a une chambre à gaz dans laquelle elles vont être emmenées. Dans cette dernière période, il y a des sélections, on fait défiler les femmes et la direction du camp les capte, les attrape et elles sont gazées. À peu près 5000 dans cette période. Il y a aussi d'autres crimes, des exécutions. Par exemple, nos petits parachutistes sont exécutés au début de l'année. Et puis, il y a des cas qui sont particulièrement en danger. Nous avions des jeunes filles qui servaient de cobayes humains, c'est-à-dire d'animaux de laboratoire pour les médecins SS. Il va falloir faire des actions assez extraordinaires des femmes déportées pour essayer de les cacher, de les sauver. Chacun de ces gestes demande une organisation et un courage extraordinaire parce que chacun risque sa vie. Donc, dernière étape, sauver ce qui peut être encore sauvé et puis survivre jusqu'à la libération du corps. Il y a eu des convois qui sont expédiés ailleurs. Par exemple, des femmes et des enfants sont envoyés sur Bergen-Belsen, là par le choix de chambrage, il y a un typhus, c'est un mourant à typhus. Si certains d'entre vous connaissent le film Les Brouillards, on voit quand les Anglais libèrent des tas de cadavres. Et puis, quand nous sommes, j'ai fait ce qu'on appelle les femmes nues et brouillards. Les femmes qui devaient disparaître sans laisser de traces. Le 2 mars 1945, un convoi est organisé, on ne sait pas vers où. Il est composé de ces femmes NN, c'est-à-dire des femmes qui doivent disparaître sans laisser de traces. Et avec nous sont regroupées des femmes ciganes avec des enfants. Et dans le camp, on dit ça c'est un convoi noir, un convoi pour manger. Moi, dans ce convoi, nous avons voyagé 5 jours avec du bateau 3 jours. Et quand nous arrivons en Autriche, c'est Matrauren, qui est un des camps très durs. Et le train s'arrête. Et là, il faut monter au camp à pied. Et celles qui ne peuvent plus avancer sont tuées d'une balle
dans la tête. Et dans ce camp, donc, nous arrivons là, et on va nous faire travailler à côté, dans une gare de triage, bombardée par les super forteresses américaines, où là, pas mal de nos camarades ont été tués sur les bombardements américains. Enfin, le 22 avril 1945, nous sommes dans une baraque où il n'y a plus d'eau courante, seulement un filet d'eau, dans des conditions vraiment de bourrois. Il y a une femme de surveillance qui me dit « Faites sortir celles qui peuvent marcher ». Alors on s'est dit encore une sélection, parce que là aussi il y a une surveillance. Et en aidant à marcher quelques femmes, je me retrouve devant des hommes avec le brassard de la Croix-Rouge. Et ces hommes me disent « Mesdames, comment on l'appelle mesdames, on n'appelle pas comme numéro. Mesdames, vous allez être rapatriées vers la Suisse. » Alors on monte au camp central, c'est la baraque qui est assez dehors, et on a attendu la nuit là, et le lendemain, devant l'entrée du camp, il y a des camps de camions de la Croix-Rouge, dans lesquels les femmes vont monter. Dernière étape, nous avons des blessés, c'était difficile d'obtenir que les SS laissent entrer les voitures pour coucher nos camarades blessés, enfin c'est réalisé. Et nous prenons la route vers la Suisse. Marie-Josée, vous êtes donc à Ravensbrück, puis ensuite dans ce voyage en train dans des conditions aussi abominables, venez à Mauthausen. Dans ces dernières semaines, qu'est-ce que vous savez, qu'est-ce que vous entendez de l'avance des armées ou soviétiques ou anglo-américaines? Alors, à Ravensbrück, d'abord, nous étions relativement bien informés pour la raison suivante. Nous avions dans notre convoi, qui était un convoi de résistance, une femme qui était à bien. Et comme pour les nazis, elle était allemande, elle a été installée dans le bureau de travail. Et là, parfois, les SS mettaient leur radio et elle nous donnait les informations qu'elle entendait. Et nous savions que les Alliés approchaient. Au printemps, nous avions entendu le débarquement, nous avons appris le débarquement. Ça avait été un espoir énorme, mais hélas, quand on a vu l'hiver qui revenait, c'était des découragements, parce qu'avec le débarquement, on se dit on ne le repassera pas l'hiver. Et là, il a fallu repasser à l'hiver. Mais nous avions le minimum d'informations par ces voies-là et par plusieurs autres voies. Dans le document, vous voyez, j'ai même ramené une petite carte sur laquelle nous pouvons être les avancées des Alliés de passage. Nous avons un exemple très, très concret, ce déplacement d'un camp à l'autre. Vous savez que les nazis ont beaucoup fait ces déplacements dans des conditions différentes et pour certaines abominables à l'extrême fin de la guerre. Mais il y a bien eu d'autres types de libération entre guillemets des camps. Et avant de passer la parole à notre deuxième témoin, M. Berland, je vais donc demander à Serge Nico de nous présenter à la fois les conditions et les différentes formes de libération des camps, évidemment en parlant aussi des marches de la mort. Je vais essayer d'être précis en même temps m'appuyer sur le document que vous avez entre les mains. Parce que ce document, il est précieux. Il n'a pas été fait pour être mis au fond d'un cartable, mais pour être utilisé et servir de référence. Et dans ce document, vous verrez justement la carte réalisée par les détenus de Ravensbrück, c'est page 4, qui en quelque sorte pointe l'avancée des troupes et qui espère justement que ça va se précipiter, se préciser. Dans ce document, il y a notamment une réflexion que je vais vous présenter de façon très ramassée. C'est que pour comprendre ce qu'on appelle d'un mot qui mérite d'être discuté, la libération des camps. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la libération? Est-ce que c'est une libération qui participe? Comment on ouvre ces camps? Dans quelles conditions?
c'est un processus qui dure près d'une année et qui est en grande partie non pas de la volonté de ceux qui ont organisé ces camps qui sont d'ailleurs parfois de nature différente, camps de concentration, camps de travail, camps d'extermination, mais les nazis qui ont implanté ces camps dans toute l'Europe ne l'ont pas fait n'importe où. Il y a une géographie de ces camps. Et ces camps vont fermer, si j'ose dire, les uns après les autres parce que les nazis, les troupes allemandes reculent. Et donc les dirigeants nazis, les troupes allemandes et leurs autorités politiques et militaires sont jusqu'au bout marqués par cette volonté de ne rien lâcher dans leurs crimes et dans leur démarche criminelle. Vous voyez, ça fait réfléchir aussi. Et autre aspect, c'est à la fois essayer de se sauver eux-mêmes, mais en même temps de liquider les traces derrière eux. Ils ne veulent pas laisser de témoins de leurs crimes. Je crois qu'il faut avoir ça dans la tête. Ils y arrivent ou ils n'y arrivent pas, parce que ces criminels, qu'ils soient des SS allemands, des SS recrutés dans une partie des collaborateurs dans l'Europe, des détenus dans les camps qu'ils ont essayé de faire travailler avec eux, ils sont inquiets aussi de ce que l'on pourrait appeler la révolte des populations qui ont été victimes. Et ils ont peur, y compris des déportés. Ils savent ce que les déportés pensent d'eux, évidemment. Donc, le processus se fait comme le document l'explique. Dans votre document, vous avez dans la page 2 et 3 quelque chose de très important, c'est le contexte historique et la marche des troupes alliées à l'Est et à l'Ouest, qui vont en quelque sorte vous donner une partie de la chronologie. Dans l'été 44, l'avancée des troupes de l'armée rouge à l'Est est forte, très forte, plus que les Allemands ne l'avaient imaginé, et un peu dans la précipitation, les dirigeants des camps allemands vont être obligés d'évacuer ces camps. Ça va durer du mois de juillet, août, jusqu'au mois de janvier 1945, avec l'évacuation du camp d'Auschwitz. Puisque nous parlons de l'année 1945 et de l'année 2015, je me concentrerai sur le début de l'année 1945 et jusqu'au mois de janvier à avril-mai 1945. Plusieurs mois à l'Est et à l'Ouest qui marquent à la fois l'ouverture des camps, leur évacuation, parfois terrible, et en même temps quelques formes aussi de soulèvement ou de libération des camps en relation avec l'avancée des troupes alliées. En janvier 1945, quand les troupes soviétiques, l'armée rouge avance sur Auschwitz, au passage, disons que les camps d'extermination avaient été localisés, vous le savez, essentiellement en dehors du territoire allemand et mis en Pologne, notamment, et dans les pays baltes. Eh bien, à Auschwitz, les autorités du camp vont organiser une évacuation qui va faire partie d'un cas qu'on va retrouver dans beaucoup d'autres camps, qu'on appelle les marches de la mort. Dans le document, on vous indique qu'aujourd'hui, on estime à plusieurs centaines de milliers de déportés qui ont été évacués dans ces conditions, avec des centaines de milliers de morts. En effet, ces évacuations se font soit en train, soit à pied. Et ces évacuations sont aussi des opérations souvent de liquidation des déportés par les SS qui les encadrent. Toujours est-il que lorsque, justement, les troupes de l'armée rouge arrivent à Auschwitz, il reste quelques milliers de déportés, les plus malades,
certains qui ont réussi à se cacher et à échapper aux évacuations. Et les soviétiques vont filmer, vont apprendre au monde, parce que c'est la première fois qu'en grandeur réelle, les nazis n'ont pas pu tout détruire. Ils ont dû s'enfuir précipitamment. Et il reste non seulement des bâtiments, mais aussi les preuves de l'extermination. Et des malades, et des témoins qui attestent notamment des expériences médicales et de tout ce qui a été les déportés cobayes. On en parlera, mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque les films d'actualité sont arrivés sur les actualités mondiales, en France, aux États-Unis, ça venait de l'Est, ça venait de la Russie soviétique. Mais aussi, c'était tellement incroyable qu'une partie de l'opinion mondiale a été choquée et en même temps a eu de la peine, et y compris en France, on y reviendra, à croire que c'était vrai. Toujours est-il qu'à l'ouest, lorsque les troupes américaines avancent, il faut du temps. Madame Chambardelot a évoqué la lenteur de cette avancée, vécue par les déportés. Vous vous rendez compte, il y a eu la bataille d'Alsace, il y a eu la bataille des Ardennes dans l'hiver, et c'est seulement en février-mars que les troupes anglo-américaines avancent suffisamment pour être proches des camps en Allemagne. Eh bien, quand ces troupes approchent dans plusieurs des camps, dans certains des camps, on a parlé, alors là c'est pour l'Autriche, on a parlé de Mauthausen, on a parlé de Buchenwald, on en parlera sans doute, mais là, il y a des éléments de résistance dans les camps, des informations, et même les déportés qui sont au courant de ce qui s'est passé à Auschwitz, puisqu'il y a des convois qui sont arrivés notamment d'Auschwitz sur Buchenwald. Et ils se préparent au pire au moment du départ des SS. Ils ont peur que les SS veuillent liquider le camp et il faut les empêcher. Et ils vont essayer de s'organiser, de rejoindre les forces américaines ou de les prévenir. Et dans d'autres camps, mais notre ami nous en parlera, M. Dorland, des déportés vont réussir à s'évader, à s'enfuir, pour prévenir, y compris les troupes alliées, de ce qui se passe dans les camps et leur dire de se dépêcher. Vous avez dans le document une photo sur laquelle on reviendra, mais qui est très importante évidemment, qui est celle que vous trouverez, je ne sais pas on voit les troupes américaines et le général Eisenhower au camp d'Androuf. Où est-ce que c'est? Vous avez dit 25, voilà. Page 25. Voilà, les généraux Eisenhower, Bradley et Patton devant les corps carbonisés des déportés au camp d'Androuf le 12 avril 1945. C'est, vous voyez, seulement en avril que les soldats américains arrivent devant ces camps et qu'ils découvrent pour eux aussi ce qui était proprement incroyable. Incroyable dans la monstruosité, mais aussi la détermination des autorités du camp pour liquider les déportés avant l'ouverture de ces camps a été forte. Et en général, on peut dire que c'est parce que les troupes ont avancé plus vite que le pensaient les dirigeants de ces camps que ces déportés ont été in extremis sauvés. Mais nous en parlerons parce que une fois que les camps ont été ouverts, il y a eu encore énormément de décès et de pertes. Voilà quelques éléments d'information de façon très générale que l'on aura l'occasion de discuter. Je reviendrai s'il y a des questions sur cette chronologie. Alors nous avons vu un premier exemple avec l'exemple de Marie-Josée Chambardelot. M. Vodikoff nous a tracé un panorama des différents types d'évacuation ou d'arrivée des Alliés ou de libération des camps par eux-mêmes. Et je vais me tourner vers notre deuxième témoin, M. Dorland, qui donc vit une expérience tout à fait particulière et étonnante. Et nous l'a raconté. Je vous rappelle donc qu'il était alors à Auschwitz.
été arrêté dans une bourgade du Maine-et-Loire, 25 km au sud d'Angers, et déporté avec mon père, ma soeur 21 ans, mon frère 17 ans et moi qui venais d'avoir 15 ans. C'était à la veille de la rafle de Belgique. On nous a internés au grand séminaire d'Angers et 5 jours plus tard, on nous a mis dans les wagons en question qui sont allés directement d'Angers à Auschwitz. Ça a duré 3 jours et 3 nuits, bref. J'ai passé 28 mois à Auschwitz à Birkenau et à la fin du mois d'octobre 1944, le 28 octobre, les armées soviétiques approchaient et une grande évacuation a été organisée. J'ai eu le sentiment que le camp se vidait. Ça n'a pas été le cas, mais beaucoup sont partis en même temps que moi vers d'autres camps. Après un court séjour dans un camp près de Berlin, Sachsenhausen, ensuite à Oranienburg, toujours près de Berlin, nous sommes arrivés dans le Thuringe, dans un camp qui s'appelle Ohrdruf et qui dépendait de Buchenwald. Je regarde mon ami qui lui était à Buchenwald et qui connaît cette histoire. Donc, dans ce dernier camp, je suis resté encore 4 mois et demi. Et l'arrivée des Américains s'annonçait prochaine et les SS ont décidé d'évacuer le camp. Et les déportés du camp d'Orlov sont partis centaines après centaines sur les routes. Donc c'était le début pour ce qu'on a la marche de la mort. J'ai réussi avec un camarade à m'évader dès que nous avons quitté le camp. Nous étions dans la dernière centaine. Nous nous sommes cachés et dans la nuit, nous avons pu descendre dans la ville d'Orlov qui était à 3 km en bas de la colline. Là, j'ai pu, avec mon camarade, prendre contact avec un ancien prisonnier, avec un prisonnier de guerre français qui travaillait chez un boucher allemand. Je l'avais croisé une fois lors d'une corvée où on allait chercher de la viande pour la cuisine des SS. On avait pu échanger quelques mots et il m'avait dit, dans le plus longtemps, les Américains sont proches, si tu réussis à te sauver, on te cachera. Et il a précisé que son patron, le boucher allemand, était un anti-nazi. Et c'est bien sûr là, dans la nuit, nous sommes allés frapper à la porte. Et ils nous ont accueillis, ils nous ont débarrassé de nos vêtements de déportés. Et ils nous ont déguisés en pseudo-prisonniers de guerre. Et ils nous ont cachés dans un grenier. Et nous avons attendu la suite. Le lendemain, les soldats américains sont entrés dans la ville. Les chars sont stationnés dans la rue principale. On pouvait les apercevoir par la fenêtre. Bref, c'était le temps attendu. Au bout d'un jour ou deux, on a osé sortir parce qu'on se méfiait. On s'est dit, les chars vont passer, puis après, on se retrouvera au milieu des Allemands. Bref, quand on a compris que le pays était vraiment débarrassé des SS, nous sommes sortis et la première des choses que nous avons faites, c'est d'aller trouver les soldats américains et de leur raconter ce qu'on est en train de raconter aujourd'hui. C'est-à-dire, on leur raconter l'extermination des Juifs, l'Auschwitz-Birkenau, les chambres à gaz, les feux crématoires, etc. Et on était tellement excités d'avoir pour la première fois enfin l'occasion de faire savoir qu'on s'est dit, ils nous prennent pour des hystériques, ils ne nous croient pas. On leur a proposé de leur montrer, on leur a dit, le camp est à 3 km dans la colline, si vous voulez, on va vous montrer. Ils nous ont embarqués dans leur jeep, les 2 Américains, et puis quand on est arrivé dans le camp, le portail était encore grand ouvert, il y avait plein de morts qui jonchaient la place d'Appel. C'était ceux qui n'étaient pas en état de marcher, on les avait exécutés sur place. Guidés par l'odeur, ils ont trouvé des charniers où depuis des semaines on entassait les morts parce que c'était un camp sans crématoire. Donc un camion venait de Buchenwald prendre les morts et
on les amenait au crématorium de Thomas. Donc, à la fin, ils étaient désorganisés, les morts étaient restés sur place, ils ont vu ça, bien sûr qu'il n'y a plus besoin de leur expliquer, de leur raconter. Et ils ont prévenu leur état-major qui, quelques jours après, est arrivé avec la photo le montre, le général Eisenhower, le général Patton, le général Modlet, une nuée de correspondants de guerre qui ont photographié, filmé. C'est à cette occasion que le général Eisenhower a dit maintenant, nos boys, ils sauront pourquoi, contre qui ils se battent. Et c'est là aussi où il a décidé de ce qu'on appellera la logique de l'horreur, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les Allemands, les notables en particulier, viennent et qu'on les voit, et qu'on les photographie, qu'on les filme devant les tas de cadavres, les monstres de cadavres, et qu'on ne puisse pas dire après que c'était de la propagande et que ça n'a pas existé. Ouais, voilà, ça s'est passé là. Quelques jours après, avec les prisonniers de guerre français, j'avais donc un ami, celui qui m'avait caché, et avec 7 de ses camarades, ils ont organisé, comme on disait, ils ont piqué 2 voitures à les Allemands, 4 par voiture, on a pris la route vers la France. C'était le 13 avril 1945. On venait d'apprendre la mort du président des États-Unis, et on a roulé. On n'est pas allé très loin parce que la military police nous a confisqué les voitures. Seuls les militaires avaient le droit de circuler. Ils nous ont amenés dans un grand centre de futurs rapatriés. Et là, les retours vers la France étaient organisés. On était le 13 avril. Le 16 avril, nous étions dans un train qui nous a ramenés en France. Et le train nous a débarqué à Montigny-les-Metz, où il y avait un énorme centre où on accueillait les